Voilà, donc bienvenue à vous pour cette conférence qui s'appelle Co-branding, associer votre marque avec stratégie. Donc, bienvenue au présent et puis tant pis pour les retardataires qui prendront en cours de route ou qui regarderont ce replay. Et puis merci à vous, merci à toi qui regarde le replay à cet instant. Un webinaire qui va durer 3/4 d'heure, 1 heure sur le sujet du co-branding, donc comment en fait associer avec stratégie sa marque avec celle d'un partenaire. Donc, pour me présenter brièvement, je m'appelle Frédéric Bernier, je me dis cavalier de la propriété intellectuelle, conférencier, je suis consultant, formateur en stratégie de marque depuis une petite dizaine d'années. Je suis passionné de propriété intellectuelle depuis bientôt 20 ans et je suis autodidacte en fait sur la dimension juridique. Donc, on en parlait en off avant l'enregistrement et donc moi j'ai décidé d'aller carrément monter en compétences en tant que juriste. Donc j'ai des compétences de juriste et c'est vrai que c'est assez atypique quand on est dans le monde du naming comme vous Christophe ou Suzanne. Et donc, je travaille moi aussi, oui, avec bien sûr des CPI et des avocats, en particulier systématiquement à l'international. Petit détail de forme, je vous remercie de ne pas prendre de photos, d'enregistrement audio ou vidéo. Et puis, si vous voulez prendre la parole, vous levez la main et puis à tout moment, vous pouvez intervenir, poser des questions. Utilisez le chat également si vous voulez interagir, faire un commentaire ou poser une question. Donc, les questions en fait, qui sont soulevées par cette thématique, c'est pourquoi tisser des liens de partenariat? En fait, à quoi ça sert? En particulier, pourquoi s'associer avec d'autres marques? En quoi c'est judicieux de mutualiser en fait les forces de chacun? Et puis, la valeur ajoutée de ce talk, c'est sur la théorisation du co-branding, puisqu'il y a 8 ans, en fait, quand j'ai lancé Inopegasi, j'avais un binôme, Thierry, avec qui on a bossé, en fait, qui était un ancien directeur marketing de grosses industries et qui est retourné d'ailleurs quelques années après. Et en fait, on a fait un travail de recherche en anglais et en français sur tout ce qu'on pouvait trouver sur Internet sur les méthodologies de co-branding. Et nous n'avons pas trouvé énormément de choses, donc on a trouvé des ressources, et ce qui fait qu'on a créé notre propre typologie ainsi qu'une méthodologie d'accompagnement. Donc, c'est ça que je vais vous partager. Parce que d'un côté, ça peut vous être utile à vous, je dirais, confrères, consoeurs ou partenaires potentiels. Et puis dans les gens qui ne sont pas au live mais qui sont au replay, il y a aussi des gens qui ont des responsabilités marketing chez l'annonceur et pour qui ça peut être des vrais sujets stratégiques. Donc voilà en introduction. Je vais partager mon écran et puis je vais vous présenter tout ça. Hop, hop. Je vais continuer pardon. À mettre le chat. Voilà, converser et participants au cas où on aurait des retardataires. Voilà. Ok. Alors, déjà, pour parler de définition du co-branding. Alors, pour moi, le co-branding, en fait, alors excusez-moi pour l'accent, normalement, c'est co-branding, branding, je ne prononce pas très bien. Moi, je dis co-browning. Donc, le co-branding, en français, c'est le fruit des relations de partenariat entre des entreprises en général qui acceptent de partager leurs compétences, leurs atouts dans une stratégie gagnant-gagnant. Ça, c'est la philosophie pour moi du co-branding. Alors, on ne le verra pas aujourd'hui, mais on peut aller jusqu'à faire ce que j'appelle du co-personal branding, c'est-à-dire vous connaissez peut-être le sujet du personal branding ou du marketing de soi, où là, on a vraiment des personnes physiques qui eux-mêmes décident de se positionner comme une marque
Et donc, on va avoir des associations comme ça de marques verbales ou de marques semi-figuratives, d'entreprises, avec des personnes physiques qui elles-mêmes sont devenues des marques. Et ça aussi, ça fait partie de stratégie. C'est des sujets de niche que j'ai pu aborder avec des clients ou dans des médias par le passé. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a quelques raisons principales en fait, pour l'association. Un des leviers majeurs, c'est d'enrichir en fait, les contenus et les produits et services qu'on peut proposer. C'est-à-dire qu'on va s'associer à des partenaires pour enrichir l'offre dans l'intérêt de fidéliser nos clients, par exemple. Ça peut être aussi un vrai levier pour repenser son business model au niveau des personas, au niveau de la segmentation client. C'est-à-dire qu'on va, pour X raisons stratégiques, vouloir élargir nos cibles de consommateurs, par exemple, en B2C. Et donc, on n'est pas légitime, on n'est pas crédible sur telle ou telle cible. Donc, on va aller capitaliser sur la crédibilité d'un autre partenaire, d'une autre marque, pour aller de façon éphémère ou de façon plutôt long terme, pérenne. On va s'associer avec un autre acteur qui va nous ouvrir les portes et qui va nous dérouler le tapis rouge. Et puis, il y a aussi une histoire de sous. Ça permet le partenariat et le co-branding de minimiser des investissements en R&D parfois, et puis des investissements aussi en communication. On peut mutualiser des actions de communication. Et donc, on va voir que c'est vrai pour certains types de co-branding. Alors, il y a plein de co-branding autour de nous. Je vous ai en cité quelques-uns qui sont dans le rétroviseur. Par exemple, lorsqu'Apple a lancé ses tout premiers ordinateurs portables pour justement asseoir une crédibilité, une légitimité pour un acteur qui n'était pas forcément attendu sur de l'ordinateur portable, eh bien, Apple a décidé de construire un partenariat stratégique avec Intel, un contrat d'exclusivité, et donc les premiers ordinateurs portables Apple étaient estampillés Intel Inside, et puis ça a duré quelques années, et puis quand la crédibilité était là, le partenariat s'est rompu et ils sont allés voir un autre partenaire, mais comme par hasard, le co-branding disparaissait. Les opérateurs de téléphonie mobile aussi passent des accords très forts avec les constructeurs. On voit beaucoup de partenariats entre des marques de constructeurs de téléphonie mobile et des opérateurs de services de téléphonie mobile. On utilise aussi en tant que consommateur les chèques cadeaux. Donc, les chèques cadeaux, on verra, c'est une typologie de co-branding également. On a aussi ce célèbre groupe d'artistes en fait qui dit faire ses adieux à la scène, donc Daft Punk. Daft Punk, c'est dans le domaine de la musique, c'est intéressant. En 2003, en fait, les deux artistes ont réussi à séduire le dessinateur, le mangaka du célèbre dessin animé Albator, qu'on regardait sur TF1 avec le Club Dorothée. Et donc, ils ont carrément produit un long métrage animé et ils ont fait une version plus courte pour un morceau de Daft Punk qui s'appelait Interstellar 5555. Un espèce de space opéra. Donc ça, c'était intéressant d'avoir cette association de marques. En 2010, ils produisent aussi la bande-son du film Tron Legacy, donc avec l'album Derizzed. Ils font du co-branding sportif aussi avec Renault Lotus F1 Team, complètement improbable. Ils sont allés également designer en fait la bouteille de Coca-Cola. Donc, il y a carrément eu une édition limitée des bouteilles de Coca-Cola argent et or à l'effigie Daft Punk, etc., etc. Donc ça, c'est un exemple intéressant. Un autre exemple aussi sympa, c'est un battle entre le duo Wilkinson Energizer et en face Gillette et Duracell. Ça, c'était très intéressant puisqu'en fait, on avait en grande distrie, on voyait le rasoir manuel ou électrique qui intégrait en marque ingrédient les batteries, les piles. Et donc, on avait des duos qui se faisaient front.
Et en termes de construction économique, ce qui était intéressant, c'est que dans un cas, c'était la marque de pile qui possédait la marque du rasoir. Et en face, c'était la marque du rasoir qui possédait la marque de pile. Donc ça, c'était intéressant à analyser d'un point de vue économique en termes de stratégie de co-branding. En tout cas, il y en a un qui a tiré le premier et l'autre s'est dit, ah bah oui, bah tiens, nous, dans notre groupe d'entreprises, on a aussi un fabricant de piles et on va aussi faire du co-branding comme ça en marque ingrédient. D'autres exemples aussi avec Iron Man, célèbre Avengers dans le monde du cinéma, avec Audi, qui ont proposé un site web dédié lors de la sortie française du film Iron Man 3. Et donc, le thème de la campagne, c'était Superhero, Supercar. Et c'était un slogan pour associer le célèbre Stark avec sa monture flamboyante, puisque justement, dans le film d'Iron Man, il conduit en fait une Audi. Et puis enfin, un autre exemple aussi assez intéressant, c'est Nespresso. La marque Nespresso est très familière en fait au co-branding, notamment avec ce que je vous disais, le co-personal branding. Donc, quand une marque s'associe à une égérie, une personnalité, donc évidemment George Clooney, mais aussi on a eu Sharon Stone. Et puis, sur d'autres marques, en fait, on a eu des associations avec Roland Garros. Et puis, évidemment, aussi avec les fabricants de machines. Donc, il y a eu plein de partenariats Nespresso avec Alessi, avec Siemens, avec Miel, Krups, DeLonghi, etc., etc. Alors, pourquoi associer sa marque avec un partenaire ? Pour enrichir le sujet, pour gagner en visibilité, pour développer sa crédibilité dans un objectif de diversification. Donc la diversification produits-services. Et tout à l'heure, je le répète, on parlait plutôt de diversification client. Donc, on va toucher une nouvelle cible qui ne nous connaît pas. Ça peut être aussi un levier de différenciation, tout simplement. Et la différenciation, c'est le vecteur, un des vecteurs pour faire la différence en fait, et pour conquérir de parts de marché. Augmenter le volume des ventes aussi, tout simplement. On peut aussi augmenter ses prix. Ça, c'est intéressant. On peut augmenter son panier moyen, mais on peut aussi augmenter carrément ses tarifs, en fait, ses prix à travers une action de co-branding. Et on s'associe également pour développer de nouveaux produits, de nouveaux services. Et puis enfin, on a aussi, comme on le voit des fois avec des actions de greenwashing, de social washing, on peut aussi faire du co-branding pour redorer son image de marque et sa notoriété. Donc, dans la typologie en fait, que je vous partage aujourd'hui, on a identifié 3 familles de co-branding qui sont ceux-là. Donc, le co-branding intrinsèque, institutionnel et sectoriel. Quand on est sur le co-branding intrinsèque, on est sur souvent des caractéristiques techniques. On va être sur une dimension technique, une nécessité de s'associer par rapport à cela. Quand on est sur du co-branding institutionnel, on va aller chercher chez le partenaire ce que j'appellerais des attributs symboliques additionnels qui vont nous permettre d'enrichir en fait notre territoire de marque. Et puis, le co-branding sectoriel, c'est plutôt une stratégie opportuniste, d'association opportuniste. Donc, en gros, ce qu'on pourrait dire, c'est que le co-branding intrinsèque, on accroît notre gamme de produits, on rend notre offre plus attractive et puis on crée des produits innovants en s'associant avec une ou plusieurs marques. Parce que bien évidemment, le co-branding, c'est l'association entre 2 marques, mais c'est aussi l'association entre plusieurs marques. C'est l'association d'au moins 2, mais on peut en avoir beaucoup plus. Le co-branding institutionnel, là, on va capitaliser sur
sur l'image, sur l'implantation d'une ou plusieurs marques sur des territoires où nous sommes inconnus pour un message qu'on n'arriverait pas à transmettre et à diffuser tout seul. Ou alors, ça demanderait beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de budget. Et dans le co-branding sectoriel, on va s'associer à plusieurs marques. Donc là, c'est la particularité du co-branding sectoriel, c'est qu'il y a plusieurs marques, il n'y en a pas que deux. Et on est sur des alliances stratégiques par secteur d'activité, par animation de filière, voire par segment de clientèle. Donc, dans le co-branding intrinsèque, il y a, donc dans ces trois familles, il y a des typologies. Et donc, on va aller les explorer ensemble. Donc, le co-branding de fidélisation, ça consiste en quoi? Donc, ici, en fait, on a l'exemple de Smiles et SNCF qui s'étaient et la Caisse d'épargne qui s'étaient associés en fait tous les trois. En fait, Smiles, c'était une espèce de carte de fidélité avec des points, etc. Et donc, lorsque vous preniez vos billets SNCF, vous aviez des Smiles en plus. Et quand vous ouvriez un compte, par exemple un livret A à la Caisse d'épargne, eh bien, vous aviez des bonus, des points en plus fidélité sur votre carte Smiles. Comme le co-branding, par le passé, on a fait plusieurs conférences et souvent on exposait des exemples de grands groupes que vous allez voir en images. Mais en fait, on est allé aussi trouver dans nos références clients ou à l'extérieur des exemples de TPE, PME. Parce que c'est vrai que ça manquait et donc on en a trouvé. Et donc, dans ce co-branding de fidélisation, on a trouvé par exemple une entreprise de service à la personne régionale qui a décidé de mettre en place un programme de parrainage afin de jouer la carte de la recommandation. Et ce programme de parrainage a été réalisé en partenariat avec des salles de spectacle, des restaurants, afin de créer un catalogue de cadeaux et d'avantages qui était assez attractif et qui faisait la part belle à des prestations de proximité. Donc là, on était dans une logique de promotion, mais sur un territoire limité, et faire de la recommandation croisée entre une société de prestataire de services à la personne et puis des commerces. Voilà. Ensuite, on a le co-branding de signature. Alors, la philosophie de cette typologie, c'est de créer en fait un produit ou un service qui va être signé des deux partenaires, donc il va être co-signé. Dans l'exemple que vous avez sous les yeux, d'ailleurs qui n'était pas très connu, donc c'était assez caché en fait, Danone a créé une gamme de yaourts bio qui spécifiquement pour la chaîne de restaurants Quick, qui avait un cahier des charges bien précis et Quick avait un certain niveau d'exigence et puis aussi une recherche de coûts bas avec des volumes importants, avec une capacité d'engagement sur des volumes assez conséquentes. Et un partenariat est né. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout sur une recherche de notoriété. C'est-à-dire que Quick n'a pas cherché à s'associer à Danone pour se différencier de McDonald's. Ce n'est pas du tout l'idée. C'était plutôt la recherche d'un produit de qualité. Et du coup, c'est par le produit de qualité qu'on va se différencier. Et donc là, on était sur un yaourt, en fait, Savoie, yaourt de Savoie, là, gamme de yaourt bio. Et donc, c'était un produit qui a été donc industrialisé par Danone au bénéfice de Quick. Donc, ça n'a pas duré sur le long terme, mais ça a duré quelques années. Du côté des TPE, PME, sur mon territoire, il y avait un fabricant de luminaires qui a fait appel à des designers indépendants qui étaient plutôt juniors et qui recherchaient une forme de notoriété.
Et en fait, ce fabricant de luminaires a travaillé avec ses designers pour concevoir des gammes de produits en fait, assez innovants et avec un positionnement plutôt haut de gamme. Et le designer, en fait, pouvait signer le produit. Ce qui fait que quand on achetait le luminaire, eh bien, on allait dans ce canal de distribution et donc en direct ou via des magasins déco. Donc, on avait bien la marque du luminaire, puis dessus, on avait la signature du jeune designer qui avait conçu le design du produit. Donc là, on est vraiment sur du co-branding de signature. Ensuite, on va parler du co-branding d'intégration avec deux illustrations, l'une côté produit et puis l'autre service. Côté produit, alors ça, c'est pour moi, c'est d'un point de vue créatif, c'est un de mes modèles de co-branding préférés. Parce que je trouve qu'il y a vraiment un terrain de jeu où on peut s'éclater en termes de créativité. Le principe, en fait, c'est tout simplement d'intégrer tout ou partie du produit d'un partenaire. Donc, on a deux marques qui sont connues ou pas connues d'ailleurs, hein, et puis l'une est ce qu'on appelle la marque hôte, et puis l'autre devient ce qu'on appelle la marque ingrédient. C'est comme l'exemple de tout à l'heure avec les ordinateurs Apple et le chipset, le processeur Intel Inside. Voilà. Et donc là, vous avez deux exemples qui ont existé. Alors, je pense même que ça existe encore sur le produit de gauche. Agenda, ça existe plus depuis longtemps, mais c'était vraiment super. C'était il y a 15-20 ans. Il y a une quinzaine d'années, je crois, même 15-20 ans. Oui, il y a 20 ans. Agendas s'est associé à la crème de whisky Belaise. Et je m'en souviens parce que je peux vous dire que c'était un vrai délice. Moi qui suis fan de la crème de whisky Belaise et qui suis fan de whisky tout court. Et également, je suis un gourmand, hein, donc je ne crache pas pour une glace Häagen-Dazs. C'est quand même un produit plutôt qualitatif. Et donc, là, on a une association. Alors, ce qui est intéressant dans le co-branding, c'est que de façon assez simple, on pourrait dire que, en toute logique, la taille du logo va définir l'importance de la marque. Ça tombe sous le sens. Donc, ça veut dire que quand on met deux marques côte à côte qui s'associent, eh bien, ça traduit quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un niveau de notoriété qui est équivalent, on va en conséquence avoir des logos de taille similaire. Si on a une marque qui a une notoriété basse et qui s'associe avec une marque de notoriété haute, eh bien, son logo va être de petite taille, alors que la marque très connue, le logo sera de grande taille. Donc, il y a cette espèce de logique aussi qui se traduit sur le packaging, qui se traduit aussi sur des supports de communication, etc. On peut même voir des traductions, même dans les relations médias, relations presse, dans la façon dont on parle du co-branding, dans le dossier de presse, par exemple, etc. Donc là, dans l'exemple, ce qui est chouette, c'est qu'on avait un équilibre vraiment parfait sur ce produit Häagen-Dazs Belay. Alors qu'on aurait pu, à la limite, estimer que la marque Häagen-Dazs avait une notoriété plus forte. Et puis à gauche, on a cette délicieuse mousse au chocolat. Et donc, on a… alors là, c'est intéressant puisque c'est bien avant tout un produit de crème dessert. Donc, on est sur une mousse Yoplait avec, pour marque ingrédient, Côte d'Or. Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est d'observer que le logo Côte d'Or est plus imposant que la marque Yoplait. Et donc là, on a une espèce de concession qui est faite dans le packaging où on va vraiment jouer la marque ingrédient quitte à s'effacer derrière. C'est assez exceptionnel. La plupart du temps, c'est plutôt l'inverse. La marque ingrédient est plus discrète.
Donc ça, c'était un vrai pari. Et quand on connaît les produits desserts donc, de cette marque-là, historiquement, voilà, on a des produits plutôt gourmands, plutôt frais, plutôt appréciés. Et puis, Côte d'Or, qui est aussi une marque de chocolat. Bon, c'est très sucré, mais ceci dit, voilà, c'est gourmand, avec souvent des gros morceaux de noisettes, etc. Donc, c'est avec des tablettes épaisses. Donc, on est sur un produit gourmand. Avec un co-branding qui était en fait assez éphémère. C'est un produit qui n'a pas duré longtemps. Mais c'était un très bon exemple de co-branding d'intégration. Du côté des entreprises de plus petite taille, eh bien, il y avait cette industrie dans laquelle bossait Thierry, qui était un fabricant de pétrins pour boulanger, qui s'est rapproché d'un artisan boulanger parce que le fabricant de pétrins était un industriel et n'avait pas la culture en fait boulangerie. Et donc, ils sont allés voir un artisan boulanger plutôt d'une certaine facture et avec pas mal d'expérience. Et en fait, ensemble, ils ont breveté un bras de pétrissage pour l'intégrer dans des nouvelles machines. Et donc ça, c'était vraiment une belle intelligence collective, c'est-à-dire je vais aller chercher l'expérience d'un artisan pour aller augmenter les qualités techniques d'un produit industriel, d'un pétrin. Et ça sert derrière à des centaines et des centaines de boulangers. Donc, je trouve que ça, c'était une belle histoire. Et en fait, le bras était vraiment gravé, c'était en métal, et on avait vraiment la signature du boulanger qui était gravée sur le bras de pétrissage. Donc, on avait le logo de l'industrie et le logo du boulanger. Donc ça, c'était une chouette expérience de co-branding. Ici, on est sur du co-branding d'intégration service. Donc là, à gauche, quelque chose d'extrêmement classique. Quand Visa ou Mastercard s'affiche sur une carte bleue, eh bien, on est sur du service intégré. Donc, c'est-à-dire que, alors je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, voilà, toutes les banques, en tout cas pour la France, les banques en fait vont utiliser le service de Visa ou de Mastercard ou d'autres pour pouvoir utiliser la technologie en fait CB. Mais ce n'est pas une technologie qui appartient aux banques. Donc, en fait, on est sur du co-branding d'intégration service. Donc, ça, c'est un exemple classique que tout le monde peut observer dans son portefeuille. Et puis à côté, un vrai sujet sur les box. Et là, en fait, c'est intéressant parce que ça me plaît comme exemple parce que Brestbox, c'est à la fois du co-branding entre différents restaurateurs, différents commerçants sur le territoire breton qui vont être réunis dans un livret avec des tarifs promotionnels dans une box. La box, elle porte elle-même un nom. Donc, le nom Brestbox s'associe en co-branding avec les marques de tous les artisans qui sont des marques ingrédients. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on a du co-branding avec du marketing territorial. Parce que cet acteur économique s'est associé à la marque territoriale Pays de l'Orient, que vous avez en bas à droite du packaging. Donc, on a comme ça un double co-branding sur le même packaging et c'est assez intéressant et assez astucieux. Alors ensuite, on a le co-branding d'innovation. Alors là, l'objectif, c'est de mutualiser des ressources pour innover dans un produit ou un service. Là, le cas échéant, est-ce que vous savez quelle a été l'innovation issue de ce co-branding Orange et BNP Paribas? Ça a été les pionniers en France. Ça vous parle ou pas? Vous donnez votre langue au chat. OK. En fait, Orange et BNP Paribas ont été les premiers à proposer une solution de micro-paiement via le smartphone en France. Et donc, on est sur une innovation technologique, par exemple. Du côté des entreprises de TPE-PME, on a par exemple une entreprise qui conçoit et fabrique des appareils de mesure électronique et qui veut travailler sur la miniaturisation de ces équipements.
Et alors, en fait, elle s'est rapprochée d'un fabricant de composants électroniques avec lequel elle signe un partenariat pour la mise au point d'une nouvelle technologie sur plusieurs années, ainsi que sa promotion. Et en fait, donc là, on est dans un partenariat stratégique où on met des budgets R&D en commun avec un comité de pilotage voilà, R&D, avec les salariés d'une entreprise, les salariés de l'autre, et puis qui travaillent vraiment main dans la main avec une convention de partenariat où en fait on va estimer comment doivent être répartis les bénéfices de cette future technologie de miniaturisation électronique à l'avenir. Voilà. Donc ça, c'est un vrai pari et c'est un engagement extrêmement fort. C'est un des co-brandings les plus engageants. Alors, le co-branding de diversification, l'objectif ici est d'innover pour conquérir des nouveaux segments de clientèle. Des clients, des personas, comme on dit en design thinking, qui ne nous connaissent pas. Là, on a un exemple. Alors, comme vous êtes des pros du branding, vous le savez sûrement, mais en fait, peu de gens savent que la marque Smart, la marque automobile Smart, est issue d'un mariage improbable entre Mercedes-Benz et Swatch. Et donc, on a toute la force, la rigueur, la technologie de chez Mercedes avec un positionnement plutôt de gamme, avec le côté plutôt friendly, plutôt plus jeune aussi, hein, vraiment plus jeune de la marque Swatch, avec un accès à une gamme plus basse, etc. Donc, on est sur des positionnements très différents. D'un côté, on est sur plutôt du moyenne gamme, haut de gamme, et puis de l'autre, on est plutôt sur du entrée de gamme, moyenne gamme, avec des cibles beaucoup plus âgées chez Mercedes et beaucoup plus jeunes chez Swatch. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne un design automobile relativement innovant, différenciant, avec un positionnement prix élevé, donc vraiment un positionnement haut de gamme, et en même temps qui s'adresse à une cible plus jeune que la cible de Mercedes-Benz classique. Donc ça, c'est un exemple assez intéressant. Du côté des PME, on avait trouvé un chaudronnier qui était en sous-traitance de plusieurs gros industriels qui souhaitaient mettre au point ses propres produits finis et qui décide en fait de mettre son savoir-faire au service de la réalisation de meubles en acier. Et donc, pour réussir à être lui-même son fabricant et son distributeur de meubles en acier, il s'est rapproché en fait d'un distributeur de meubles pour justement utiliser en fait la notoriété du distributeur pour véhiculer en fait ces meubles en acier. Voilà. Donc en gros, le chaudronnier, il était avant tout uniquement exécutant tout le temps. Et là, il décide, ben, j'en ai marre, j'ai aussi envie de créer. Et donc, je design mes propres meubles. Et du coup, certains de mes clients eh ben, peuvent potentiellement devenir des distributeurs avec des logiques de marge, etc. Donc, diversification de la cible. Alors, du côté du co-branding institutionnel, le co-branding de groupe, donc là, l'idée, c'est d'avoir une création de marque. Donc là, il y a un enjeu de naming. On a une marque ombrelle de plusieurs marques. Ici, on a l'exemple qui date d'une dizaine d'années, je crois, Envie de plus. Et là, en fait, on est sur donc, un co-branding de groupe où on a Procter & Gamble, donc un des plus gros géants américains, plus gros concurrent d'Unilever, donc P&G qui en fait se dit ce serait quand même intéressant que les consommateurs dans le monde entier en fait arrivent par la porte ou par la fenêtre d'une façon ou d'une autre, arrivent en fait à faire des liens entre toutes nos marques filles en fait. C'est dommage que lorsque quelqu'un achète un rasoir Braun et achète aussi du dentifrice fluocarril qui ne savent pas que ça fait partie du même groupe. C'est dommage que quand il achète un rasoir Gillette ou alors une brosse à dents Oral-B, qu'il sache que tout ça, c'est Procter & Gamble. Donc, du coup,
ils sont allés créer en fait une marque. Alors après, le problème, c'est que, bon, c'était il y a une dizaine d'années. Heureusement, le féminisme a porté ses fruits. Mais on était quand même dans une stratégie de communication qui était un petit peu caricaturale, un peu dans l'esprit de la ménagère de moins de 50 ans, à la TF1, où effectivement, là, le positionnement de la campagne, c'était de dire on va créer une marque qui parle euh, aux femmes au foyer, c'est-à-dire que les femmes qui font les courses pour le foyer et qui ont l'habitude d'acheter toutes ces marques, mais qui ne savent pas qu'elles appartiennent au même groupe. Et donc, il y a eu des campagnes de communication, il y a même eu un site internet avec tout un brand content orienté vers la femme au foyer, avec vraiment des sujets qui touchaient à l'entretien de la maison, à l'entretien, à la cosmétique, à l'entretien bucco-dentaire, etc., etc. Donc, on était vraiment sur ce ciblage en termes de contenu éditorial. Sur le commanding group, sur une taille de TPE-PME, eh bien, quelque chose qui peut être assez classique, c'est, par exemple, nous, là, imaginons demain, il y a je sais pas, un salon international du naming à Bruxelles et que ça coûte 5 000 € pour avoir un stand. Non, encore 5 000, je dis une bêtise, 15 000 €. Imaginons, il faut mettre 15 000 €. En fait, peut-être que individuellement, ça va nous paraître inaccessible. En revanche, donc effectivement, en face, on va avoir on les connaît, les géants, hein, donc Euro RSCG, Publicis ou autres, Carré Noir, etc., qui peuvent s'offrir ça. Puis nous, on ne peut pas. Bon. En fait, le co-branding de groupe entre indépendants, ça va être de dire de façon ponctuelle, nous allons passer du statut de concurrent au statut d'allié. On va être dans une démarche de coopétiteur et on va mutualiser la location d'un stand. Et donc, on va, de façon éphémère, louer un stand à 15 000 € et on va se mettre à 8, à 10 pour s'offrir ça. Et ça va devenir beaucoup plus abordable. Et par exemple, il y a des stratégies. On va tout simplement avoir une permanence. Donc, toutes les 2 heures, on change de prestataire. On est capable de pitcher nos copains. Et on essaye bien sûr de voir une complémentarité. Là, c'est là que ça devient intéressant. On va chercher une complémentarité. Alors, par exemple, ce qui est évident, c'est une complémentarité territoriale, mais on peut aussi avoir une complémentarité sur l'expertise avec quelqu'un qui va dire moi on fait tous du naming, mais moi je suis plutôt dans tel territoire. Alors moi je fais plutôt de l'international. Moi je suis plutôt spécialisé dans l'automobile et l'aéronautique chez mes clients, alors que moi je suis plutôt dans le domaine industriel autre, par exemple alimentaire, je ne sais pas. Voilà. Donc il y a des stratégies comme ça. Et donc ponctuellement, on peut avoir un co-branding de groupe. Le co-branding social, alors là, on est plutôt sur une dimension caritative, dimension sociale. Donc, c'est un type de co-branding qu'on voit quand même régulièrement. Donc là, vous avez 2 exemples passés. Donc, UNICEF et le Football Club de Barcelone, je crois. Donc, un club de foot avec une ONG qui s'associe pour faire du co-branding sur du textile, sur les maillots des joueurs. Donc là, en fait, on est sur vraiment une association de marques à but non lucratif, en tout cas en apparence. Du côté de Starbucks, Starbucks a une politique en fait qui est régulièrement de mener des actions sociétales. Donc là, ils viennent travailler leur marque sociétale. Et donc, ponctuellement, Starbucks s'est associé à la fondation African Wildlife Foundation. Et donc, ils ont mené une campagne de communication ponctuelle par rapport à certaines sommes d'argent qui reversaient sur les ventes de tel ou tel produit. Sur les entreprises de petite taille, je me rappelle d'une start-up en e-commerce lancée par une personne en mobilité réduite, qui faisait la part belle à une association locale au profit d'enfants handicapés et qui reversait un pourcentage sur les ventes. Voilà. Donc, en gros, un dirigeant d'une startup e-commerce et qui affiche ça et qui dit, voilà, je suis en fauteuil roulant, je m'investis sur le plan associatif par ailleurs et effectivement, je m'engage humainement, socialement et donc 5%
de mon CA ou de ma marge eh bien, va au bénéfice de cette association. Donc, les exemples de TPE-PME sont intéressants parce que ça permet, déjà, ça permet, ça doit vous parler. Vous n'avez pas que des grands groupes dans votre clientèle, je pense. Et souvent, on a des clients qui nous disent, bah oui, mais c'est bien mignon de me parler des exemples des grands groupes, mais moi, je suis petit, je suis un petit acteur, donc voilà, c'est pas pour moi, quoi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de dire, mais non, non, pas du tout. Même un indépendant peut faire du co-branding, même un indépendant peut faire du naming. Et donc, même un indépendant a intérêt à développer une stratégie de marque, une stratégie marketing. Donc, c'est pour ça que je vous donne tous ces exemples de TPE. On a le co-branding local. Alors, le co-branding local. Alors, local, ce n'est pas un terme que j'ai inventé. Vous le connaissez peut-être, c'est cette association entre la notion de global, donc mondial, et puis local. Donc, le co-branding local, c'est quoi? C'est extrêmement astucieux. C'est lorsque vous avez une stratégie à l'export et que vous êtes totalement inconnu sur le pays cible. Eh bien, l'idée, c'est de vous associer avec un partenaire du pays cible qui, lui, a une grande notoriété locale pour pouvoir vous diffuser et vous distribuer. Alors, cette histoire entre American Express et ICBC, elle est très intéressante parce que là, on est vraiment sur l'art de la guerre de Shinzu. Parce que, en fait, l'histoire, c'est que American Express, pour conquérir le marché chinois, s'est associé à essayer de s'associer à une banque, une grande banque, et ICBC était un des acteurs majeurs bancaires en Chine. Et donc, comment ça a commencé? Au début, American Express était une marque ingrédient, mais ce n'était même pas une marque ingrédient. Il n'y avait pas de co-branding. C'était juste un fournisseur en marque blanche. Ça, vous connaissez le terme. C'était juste un fournisseur en marque blanche et dans les conditions générales de vente de certains produits bancaires de ICBC, il était mentionné qu'il y avait un prestataire qui s'occupait de ça et de ça, qui n'était même pas nommé. Le temps passe, American Express négocie quand même, bah voilà, vous êtes content de nos services, ce serait normal quand même que vous nommiez, en fait, voilà, qu'on ne soit plus en marque blanche. OK, donc American Express est nommé. Le temps passe. Ensuite, American Express dit, bon, vous êtes bien content de notre prestation, ça augmente vos chiffres de vente, ça vous différencie, très bien. Ce serait peut-être intéressant et légitime qu'on puisse mettre notre logo quelque part en petit dans un coin de feuille, quoi. C'est accepté. Et donc, on a des CGV avec le gros logo ICBC et puis en bas à droite, en petit, le logo American Express. Et puis plus tard, on est sur du co-branding plus horizontal avec les deux logos côte à côte. Voilà. Et à partir du moment où American Express a atteint une légitimité minimale en Chine, ils ont divorcé de ICBC. Et donc, ils se sont dit, bah, c'est bon, on se sépare de vous et on va se lancer comme un acteur bancaire avec d'autres, comme une marque ingrédient, mais auprès d'autres acteurs et on va aller travailler avec vos concurrents. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant comme stratégie et comme histoire parce que ça montre la puissance en fait de cette stratégie et aussi quelque part de l'autre côté quand on est le partenaire local qui accueille un étranger, ça invite à la vigilance. Sur le côté TPE-PME, j'avais par exemple, pour ne pas quitter l'Asie, un éditeur de logiciels qui voulait conquérir le marché asiatique. Et pour ce faire, c'est associé à un éditeur japonais qui, en fait, concevait une solution logicielle complémentaire et qui bénéficiait déjà d'une bonne implantation et d'une bonne réputation sur place. Et en fait, là, ça a été vraiment une belle expérience puisque ensemble, ils ont édité un logiciel co-brandé et ils ont acquis de nouveaux clients. Donc, pour l'acteur français, ça lui a permis de faire des contrats et de générer du chiffre d'affaires sur le marché asiatique en étant totalement inconnu. Et pour l'acteur local, ça lui a permis de diversifier en fait de son côté sa gamme logicielle, sa suite logicielle, en s'associant avec un acteur innovant d'un autre pays. Il y avait le côté French Touch qui était aussi sympa, qui marchait bien en Asie. Et enfin, les deux dernières typologies, donc c'est la famille du co-branding sectoriel. Donc, on a le co-branding de regroupement.
Donc là, en fait, on est dans une idée de filière d'activité avec des entreprises qui sont complémentaires, tout simplement. Et donc, dans le co-branding de regroupement, on va avoir, par exemple, ça c'est des exemples de clubs d'entreprise ou de réseaux d'entreprise, ou alors de clusters aussi, ou de pôles de compétitivité. Donc, d'un côté, vous avez des choses qui sont assez libres sur le plan juridique, c'est des associations. Et puis, vous avez d'autres structures qui sont plutôt, comment dire, modélisées avec des normes cadrées par le gouvernement qui deviennent des structures publiques ou parapubliques, donc qui sont ces pôles de compétitivité ou ces clusters. Donc, par exemple, NovaChild, c'est un regroupement des acteurs en lien avec l'enfance. Donc là, on se réunit sur une cible commune, mais nous vendons des choses totalement différentes. Et NovaChild, c'est un groupe d'entreprises dans la région ouest française, et en particulier la région chaultaise, qui s'est dit, tiens, vous vendez, vous faites de la puriculture, nous on fait des poussettes, nous on fait des biberons, et on va s'associer et on va innover ensemble sur le marketing de demain pour les bébés et pour les jeunes enfants. On a la même chose avec, dans la région nantaise, Atlampol, qui est la technopole nantaise, avec le Blue Cluster. Blue Cluster, c'était toutes les sociétés innovantes, les jeunes entreprises innovantes dans le domaine des green tech qui s'associent, et en particulier sur des green tech en lien avec la faune aquatique. Et donc, on va aller développer ensemble, innover et puis se regrouper pour avoir plus de poids. Et c'est intéressant, notamment sur des gros appels d'offres nationaux, voire internationaux. Et puis Alliance Libre, qui est une association qui a réuni, je crois, jusqu'à 150 entreprises, ESN, start-up, dans le domaine du logiciel libre. Avec ce qui était très sympa avec Alliance Libre, c'est qu'ils ont incarné ça avec de la mutualisation de locaux. Donc, ils ont loué tout un énorme bâtiment. Il y avait, parmi les 150 adhérents, il y en avait une trentaine qui avaient leur bureau côte à côte. Donc, en présentiel, ils faisaient des réunions, ils faisaient des workshops, ils faisaient des after-work. Et en fait, ils bossaient ensemble. Donc, c'était vraiment intéressant. Du côté des TPE-PME, j'ai l'exemple, encore une fois, dans la boulangerie, avec 7 fabricants de matériel de boulangerie qui se sont rapprochés pour participer à un salon professionnel en Allemagne. Et ils ont créé en fait une identité, une marque ombrelle éphémère pour jouer la carte de la boulangerie à la française. Et du coup, ils ont vraiment eu de très, très bons résultats. Avec une espèce d'offre comme ça globale de matériel de boulangerie. Et donc, ils ont pu percer le marché allemand à travers une action comme ça, salon, avec une marque ombrelle. On est bien sur un regroupement d'acteurs de la même filière. Et enfin, le co-branding de distribution, où là, l'objectif, c'est de s'associer dans une action de promotion, dans une action de communication par rapport aux distributeurs. Au revoir, Christophe. Ça vous a plu? Oui, très bien. Merci beaucoup, Frédéric. Je vous enverrai le replay pour la fin. Ok, ça marche. Merci. Bonne journée à vous tous. Au revoir. Merci, au revoir. De toute façon, je vais conclure en 5 minutes. Donc, l'exemple, c'est la carte Cadeos, par exemple, les chèques cadeaux Cadeos. Ou encore, là aussi intéressant, Pixmania avec HP. Pixmania qui, à un moment donné, a décidé sur son site web d'avoir un peu comme dans les galeries Lafayette, où vous avez des corners pour des marques. Vous avez ça dans le domaine des arts de la table, vous avez ça dans le domaine du textile. Et donc, Pixmania s'est dit, on va faire des corners digitaux, donc des landing pages où on a la marque HP uniquement, la marque Nokia, la marque Canon, etc., etc. Et donc là, on est sur du co-branding de distribution. On a le distributeur qui associe sa marque à la marque distribuée. Et du côté des petites entreprises, j'ai une autre possibilité d'amélioration conjointe de ces efforts. Un fabricant de machines-outils dans le domaine du bois qui a prêté son matériel à des distributeurs
pour que le matériel soit exposé sur les salons professionnels à différents endroits. C'est-à-dire que le fabricant de machines-outils a prêté le matériel comme ça à des clients qui ont pu les utiliser et en même temps qui ont pu les exposer sur des salons. Et donc, c'était une action gagnant-gagnant. Enfin, méthodologie d'accompagnement. En 8 étapes. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, en fait, par rapport au temps que moi, je peux passer avec des clients sur ce genre d'action, on peut en fait travailler. Moi, je peux travailler avec des clients de façon exhaustive, mais je peux travailler aussi que sur certaines actions. Donc, chaque étape, finalement, peut être une prestation, en fait, et un sujet. Voilà, sachant que la plupart du temps, les entreprises se débrouillent sur tout ou partie de cela. Donc, la première étape, auditer les potentiels pour attirer des marques partenaires, c'est vraiment une première action. On va aller explorer. Et ça peut prendre 2 heures sur une petite séance de brainstorming, comme ça peut prendre jusqu'à 2 jours où on fait un vrai brief et on va faire des interviews clients, interviews en interne au niveau des équipes. La deuxième étape, c'est identifier quelle est la forme de co-branding qui est la mieux adaptée par rapport à la dizaine de typologies que je vous ai présentées. Donc ça peut se faire en une séance de 2 heures. Ensuite, évidemment, avec qui je m'associe. Donc, identifier les marques potentielles avec qui je vais m'associer. Et ça demande quand même un certain temps. Donc, en général, ça prend entre 1 et 2 jours. Le type de relation qu'on va entretenir avec le partenaire, parce que vous avez vu qu'il y a des co-branding qui sont peu engageants, et puis il y a des co-branding qui sont très engageants. Donc, quel est le niveau d'engagement que je vais mettre en œuvre avec mon futur partenaire? Et donc ça demande quelques heures de travail. Connaître la façon dont les consommateurs vont évaluer l'offre co-brandée. Donc là, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on va essayer d'anticiper en fait comment ça peut être compris. Et ça peut demander quelques heures et ça peut demander jusqu'à 2 jours de travail. Et derrière, on va aussi anticiper les résultats. Donc, comment en fait on peut mesurer les potentielles retombées de l'alliance. Et ça peut se chiffrer. On est vraiment sur du budget prévisionnel, du chiffrage. La 7e étape, c'est le déploiement. Donc, on va mettre en place les bases du partenariat. Voilà, concrètement, c'est quoi? En fait, moi, je constitue un comité de pilotage. Donc, je facilite la mise en œuvre d'un comité de pilotage avec des salariés d'une entreprise et des salariés de l'entreprise partenaire. Et je vais aider à mettre en place ça. Donc là, ça peut passer par la conduite du changement, par alors des fois des trucs tout bêtes, mais juste réapprendre aux gens comment on fait des réunions. Une réunion, c'est un ordre du jour, ça a un compte rendu. Il y a des présents, des absents, des excusés, enfin vraiment des trucs b.a.-ba des fois. Et puis surtout, voir vraiment qui est motivé, qui veut investir le sujet. Donc ça peut prendre jusqu'à 2 jours. Et puis enfin, le projet de partenariat, le conduire. Et ça, en fait, c'est quelque chose que les entreprises ne prennent pas toujours, mais c'est pourtant un vrai levier de succès. Et donc, moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je propose au minimum de passer 2 heures par mois, donc 1 heure tous les 15 jours pour faire un point. Mais ça peut aller jusqu'à une demi-journée une demi-journée par mois, donc 1 heure par semaine. Et c'est en fait, en gros, l'idée, c'est d'être présent à certaines réunions du comité de pilotage et de faire des entretiens et de répondre à des questions un peu en mode coaching, pour reprendre ton terme, Suzanne, voilà, du coaching un peu stratégique, quoi. On est sur du coaching stratégique avec attention les points de vigilance où là, on va se positionner en tant que consultant pour éviter les erreurs potentielles qui peuvent arriver. Et donc, je vous invite à repartir avec 2 questions, même nous, en tant qu'indépendants ou en tant qu'agence, au-delà de nos clients, finalement, avec quel partenaire on pourrait s'associer? Et puis, sous quelle forme? Parce que vous l'avez vu, c'est assez ludique, tout ce que je vous ai présenté. Il y a plein de formes différentes. Donc, finalement, sous quelle forme je pourrais m'associer avec tel ou tel acteur? Voilà. Merci pour votre attention. Avez-vous des commentaires ou des questions suite à cette présentation? Ah, je ne t'entends pas, Suzanne. Voilà.
Je te remercie d'avoir pris l'exemple Smart parce que j'étais chez Mercedes au moment on accompagnait Mercedes sur ce projet. Et effectivement, à propos de comité de pilotage, c'était un vrai défi parce que déjà la classe A, c'est-à-dire une baby, ils appelaient ça baby Mercedes. C'était un défi chez Mercedes pour tous les collaborateurs. Et l'association avec Swatch pour faire une petite Mercedes, une toute petite voiture, mais avec une qualité Mercedes, ça a été vraiment innovant et difficile à faire admettre déjà en interne. Voilà. Donc, à l'époque, on reclassait les appellations des modèles puisque Mercedes était parti à l'origine sur des chiffres. Il n'y avait pas ce classement par série A, B, C, S. Et c'est nous qui avions donné les conseils de reclassement en commençant par une lettre pour une série et le chiffre qui correspond à la motorisation, le nombre de centimètres cubes du moteur placé derrière. Pourquoi? Parce qu'on avait fini par avoir une incohérence chez Mercedes entre, il y avait des 200, 220 dans différentes séries, et donc il fallait vraiment reclasser correctement. Donc voilà, c'était un très gros projet pour Mercedes, pour Swatch certainement, peut-être un peu moins d'implication de leur part, et pour toutes les parties prenantes. Et c'est devenu un succès assez sur lequel on n'avait pas garantie. Voilà. Excellent. Merci Suzanne, c'est génial. Tu as vécu ça de l'intérieur, c'est énorme. Oui, oui, c'était assez... C'est vrai que moi, à l'époque, j'ai vécu ça de l'extérieur parce que j'habitais à côté de la Suisse et donc les montres, c'était notre passion à tous. Et Swatch, une montre en plastique, pas chère, c'était pas possible. Et cette association avec Mercedes, c'était vraiment, vraiment improbable. Mais ça a marché, quand même. Oui, comme quoi des fois, il faut oser. Bravo. Bon, merci à tout le monde. Merci Frédéric. Et restons en contact, c'était très intéressant. Oui, ça vous a plu? Oui. Envoyez-moi vos coordonnées si vous voulez bien. Oui, ça marche. Passer par LinkedIn si tu es d'accord. Ouais, je vous enverrai. C'est très bien. Et alors, du coup, je ne sais pas ce que tu fais, toi. Alors, je me suis présentée brièvement, mais il n'y avait pas ma caméra tout à l'heure, c'est pour ça. Oui. Ah, oui, pardon. Je suis personne à mobilité réduite depuis une semaine, donc un déplacement qui, je pensais, allait durer 10 minutes, j'en reviens tout juste là. Et professionnellement, je n'ai pas suivi. Alors, moi, je suis indépendante depuis 3 ans. Je travaillais dans le textile avant et j'ai quitté pour différentes raisons, notamment au niveau de l'éthique. Je ne voulais plus cautionner cette industrie qui est quand même considérée comme la deuxième plus polluante. Ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment de créer, c'est pour ça que cette conférence, elle prend tout son sens, de créer des collaborations et vraiment des liens étroits pour avoir une synergie en fait entre les personnes et proposer des événements. Donc, que ce soit des séminaires en ligne, que ce soit des week-ends ou des semaines en France ou à l'étranger sur différentes thématiques. C'est vrai qu'avec l'année dernière, on a un peu été limité, mais là, je reprends, je commence à réorganiser les choses et puis on s'adaptera en fonction de la situation. Bon, bon courage. Ça marche. À bientôt, merci beaucoup. Merci à beaucoup. Bonne fin de journée, merci Frédéric. Très intéressant. Merci. Au revoir. Et puis à bientôt, Anne-Laure. Salut, à bientôt.